Hey Xav. Ouais, Jerry? Je suis pas sorti de ma chambre depuis les années 80 et je suis plus du tout au courant de ce qui se passe dans le monde. Dans ce cas-là, il faut que tu lises Retro Playing Magazine. Retro Playing Magazine? Le magazine pour les passionnés du rétro et néo-rétro gaming. On y trouve des tests, actus jeux vidéo et même des dossiers sur les plus grandes sagas comme Final Fantasy. Même des infos sur les imports? US et Japon. Ha! Mais où est-ce que je peux trouver ce mag? Sur www.retro-playing.com. Et dans la montagne de feu? Bah écoute, si t'as 3 pièces d'or et un bouclier... Ok, nous y voici Jerry, devant la forteresse du Grand Zagor. Ok Xav. Préparons-nous. T'as les dents de gobelin? Check. Armure enchantée? Check. Ok, sors ton bouclier de fer. Ok, je sors mon... attends, quoi? Mon bouclier est en bois? Tu m'as pas dit qu'il fallait qu'il soit en fer? Ah ben, tu comptes faire comment contre le dragon? Attends, le quoi? Ah, c'est con ça, il se dirige vers toi, Jerry. Oh bon sang, il fonce vers moi, merde! Il va me cracher dessus! Il y a mon bouclier qui brûle! Oh, je suis en feu! Ah bah, ça, Jerry, si t'avais lu Retro Playing Mag, c'est sûr que t'aurais mieux assuré. Retro Playing Mag, le magazine des joueurs rétro et néo-rétro gamers. Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 5. Les maîtres des ténèbres. Bonsoir cher public et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Jerry, comment ça va? Ça va super bien, Xav. Et toi? Bah écoute, ça se passe très très bien, très motivé car aujourd'hui on va attaquer, on en a parlé un petit peu dans notre dernier podcast, et là on va s'attaquer donc au Maître des Ténèbres, qui est le premier volume de la saga Loup Solitaire, écrit par Joe Dever et illustré par Gary Chalk. Avant qu'on commence à parler un petit peu de notre aventure et ce qu'on a vécu, parlons un petit peu déjà le ressenti qu'on a, quoi, de la nostalgie qu'on a de ce livre. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi, de ton origin story avec ce premier volume? Alors moi de mon côté, j'ai découvert cette saga pas par ce volume-là, mais directement par la deuxième aventure, et je me souviens que c'était vraiment pour moi la découverte, le souvenir d'enfance en ce qui concerne les livres dont vous êtes le héros. C'est ce qui m'a fait découvrir donc la saga la saga des Loups Solitaires, mais aussi ensuite ça a étendu à mon deuxième grand coup de cœur, la série des sorcelleries, et tous les petites aventures, tous les petits one shot comme on disait la dernière fois qu'on s'était vu sur les livres dont vous êtes le héros. Et je crois même pouvoir dire que c'était sur ce livre, enfin moi qui dessine beaucoup en fait, c'était vraiment un truc important dans la construction en fait de mon rapport à l'image, via en fait l'illustration de couverture du deuxième volume, qui est donc la traversée infernale en français, avec ce personnage du Dracarim, les chevaliers Drakkar que l'on va d'ailleurs aussi rencontrer une première fois, si jamais on prend le chemin qui nous mène dans cette aventure, donc dans le début de la saga du Loup Solitaire. Alors moi j'ai commencé vraiment beaucoup plus loin dans les livres, les volumes. J'avais commencé à la forteresse maudite, donc un volume qui est vraiment un peu plus tard dans la saga. Je crois que j'avais lu ce volume quand j'étais au collège. J'étais complètement perdu dans l'histoire, je me faisais défoncer sans arrêt, je ne comprenais pas. Et c'est en découvrant quelques années un peu plus tard de vouloir replonger un peu dans l'univers des Loups Solitaires, en commençant dans l'ordre, les Maîtres des Ténèbres, que j'ai enfin compris pourquoi je me faisais buter comme un level 1, car justement je n'avais pas le niveau adéquat pour attaquer ce volume-là. C'est là où j'avais compris en fait toute l'essence, toute l'inspiration et le but en fait, vraiment le fonctionnement, le gameplay qu'on peut dire un peu de ce livre-jeu. C'est ce côté XP en fait, ce côté où on monte en grade, on devient de plus en plus puissant. Donc forcément chaque volume va être de plus en plus dur, mais notre personnage sera équipé d'une façon à compenser en fait cette difficulté.
À savoir que il est possible toujours de finir individuellement les livres de la saga Lone Wolf, le solitaire, mais voilà. Comme tu en as fait la malheureuse expérience, ça devient vite, très très vite cauchemardesque de finir quand on c'était pas malheureuse, sous-équipé. Ouais. Voilà quoi. C'était difficile, je te l'aimais bien, mais c'était quand même une excellente aventure. Mais justement, ce côté vraiment hardcore, le côté, c'est comme si je réglais la difficulté en cauchemardesque, mais ça jouait beaucoup en fait sur ce que je ressentais pendant l'aventure. Ça, c'est clair que le côté un peu flippant, difficile, genre merde, mais je suis toujours coincé, je peux rien faire, comment ça se fait? Mais bon, j'ai jamais réussi à finir l'aventure, bien sûr, mais je m'amusais beaucoup à la jouer plusieurs fois de suite. Alors, de ma collection de Jiri, je crois que c'est l'un des volumes que j'ai probablement lu et relu plusieurs fois de suite, ainsi qu'aussi dans la collection sorcellerie Les Collines Maléfiques. Bon, bien que l'écriture est un peu plus sec que je me souviens, cela reste quand même un début satisfaisant pour une grande aventure. Le niveau de difficulté pour moi n'est ni trop dur ni trop facile. Il y a de nombreux moyens d'atteindre une conclusion réussite et les choix sont quand même bien proposés qui permettent de bien développer l'aventure. Il n'y a pas énormément de passages justement où c'est le choix en fait qui nous aboutit à une mort incertaine. Il y a quand même pas mal de niveaux où quand on passe d'un prochain paragraphe, le livre essaye quand même, Joe Dever essaie de nous faire comprendre, tu es en train de te gourer, je te propose de faire demi-tour et de te barrer. Tout ça, bien sûr, écrit d'une façon à bien nous plonger dans l'univers, à nous faire mieux comprendre que les choses sont un peu obscures, il serait plus sage de faire demi-tour. Je suis d'accord. Alors voilà, donc là, tu vois, je l'ai relu pour le podcast et c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir relire l'aventure. J'ai vraiment redécouvert cette sensation de fuite, vraiment une aventure palpitante du premier paragraphe jusqu'à la fin. Et c'est vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est vraiment un des volumes à lire à tout prix, quoi, qui est vraiment intéressant. Non seulement pour bien débuter la saga Loup solitaire, mais aussi pour vivre une aventure bien remplie d'énergie, quoi. Je veux dire, il y a énormément de climax. Alors pour moi, de mon côté, j'ai trouvé ce volume tout bonnement parfait dans son aspect mise en place de l'intrigue, de l'aventure, de l'univers. Lorsque j'ai commencé en fait à refaire l'aventure pour le podcast, j'avais vraiment oublié en fait depuis la dernière fois que je l'avais lu, ça remonte à plusieurs dizaines d'années maintenant. J'avais oublié en fait à quel point il nous mettait dans l'ambiance pour ce qui allait de se dérouler par la suite. On parlait en fait des références à Tolkien dans le podcast précédent. Pour moi, voilà, en fait, là, c'est clairement la partie du Seigneur des Anneaux qui concerne en fait au départ de la comté jusqu'à l'arrivée à Fond-de-Combe. C'est-à-dire c'est déjà une première quête qui nous permet en fait de nous familiariser avec le royaume de Summerland, mais aussi en fait de nous rendre compte que nous sommes véritablement poursuivis jusqu'à arriver à ce premier havre de paix que représente la capitale du royaume pour alerter le roi de la perte du monastère dont nous sommes le dernier survivant. Alors justement, Jerry, avant d'aller un peu plus loin dans cette aventure thriller, je te propose d'écouter un petit morceau d'ambiance d'un jeu vidéo, donc de The Darkness. Je crois que tu peux deviner le thème que je vais mettre à l'avance. Oui, je pense que ça doit être le thème principal, celui qui nous met vraiment dans l'ambiance du jeu vidéo en lui-même, mais qui se prête parfaitement en fait à l'écoute et à l'aventure de ce tome-ci en fait, des loups solitaires. Et puis on se retrouve juste après.
Voilà, en effet, donc un thème vraiment parfait, comme tu disais, hein, pour cette fuite de notre monastère, là où on a grandi, là où on est devenu en fait un monk Kai débutant. Et puis je voulais revenir un petit peu sur ce que tu disais en fait avec la ressemblance de la fuite justement du début de la communauté de l'anneau. Bon là c'est vrai qu'on est solo, on n'est pas avec un groupe, mais on ressent vraiment cette inspiration-là, quoi, de fuir, de devoir à tout prix trouver refuge. L'action justement dans le roman est vraiment très très bien développée, quoi. Donc on se retrouve entouré de tous ces sbires du mal, les Gyak. Et puis on fera aussi pas mal de rencontres dans l'aventure. En fait, en fuyant, on rencontre quand même pas mal de gens, pas mal d'endroits. Mais Dever a vraiment bien écrit le roman où on sent vraiment toujours cette contrainte à devoir fuir au plus vite, de ne jamais trop rester sur place. Donc c'est vraiment une aventure assez palpitante. Hein. Il y a effectivement ce côté course contre la montre et course contre la mort. Et on se rend compte vite fait en fait que ce qui nous rend aussi fébrile dans l'aventure tout au long, c'est qu'on se rend vraiment compte que on est esseulé, mais aussi surtout malgré notre entraînement dans le monastère Kai, on reste un novice. Et au moment, enfin, ce qui nous a permis de survivre à la catastrophe, c'est simplement que nous étions partis ramasser du bois dans la forêt, quoi, lorsque l'attaque a été s'est produite. Donc du coup, on n'a pas d'équipement, on n'est pas vraiment équipé pour survivre. Non, on a nos atouts avant tout cas et qui nous aident à survivre dans les bois. Voilà, on compte simplement sur notre entraînement, une petite arme qu'on trouve parmi les décombres. Et c'est tout ce qu'on a, quoi. On y va limite avec notre bite et notre couteau, si on peut me passer l'expression, lutter contre toute une armée qui a pour but de nous retrouver et de nous faire taire avant que l'effet de surprise dont elle se part ne puisse endiguer son flot irréversible. Et c'est vrai, ouais, ce début vraiment sympa, quoi, de commencer vraiment à zéro, bon, juste avec nos pouvoirs quand même. Et là, c'est intéressant au niveau gameplay du livre-jeu. Les pouvoirs que l'on choisit va vraiment nous permettre de vivre une aventure très différente à chaque fois, quoi. Donc c'est sûr que différents pouvoirs, différents moyens, différentes trouvailles de trésors et de gens aussi que nous allons approcher. L'un des pouvoirs qui est vraiment intéressant, qui développe l'aventure par exemple, c'est de communiquer avec les animaux. Donc on peut communiquer avec les corbeaux, les souris, les rats. Dans l'univers justement de Magnum Moon, les animaux sont assez intelligents, ne peuvent pas communiquer avec les humains. Sauf les maîtres Kai justement qui peuvent les comprendre en fait. Et bien sûr ces petits animaux de la forêt sont là pour nous protéger, sauf certains corbeaux maléfiques qui sont là juste pour avertir les Gyak que nous sommes sur le chemin justement du royaume de Summerland. Alors, eh bien justement, je te propose de parler un petit peu des différentes disciplines qui nous sont données au début de l'aventure. Donc lorsque l'on commence, on a un certain nombre d'aventures en fait qui nous sont attribuées, enfin que l'on peut s'attribuer sur un total d'une dizaine. Chacune de ces disciplines a une vertu, un avantage particulier, très différent des autres. Et certains c'est sur la bataille, d'autres ça va être sur les passages que nous allons rencontrer. Et puis certains ce sont juste des pouvoirs, comme on dit, actifs pendant toute l'aventure, où il ne faut pas oublier d'ajouter un certain bonus à certaines recherches ou à certains lancements de dés, quoi. Voilà, exactement. Bah, par exemple, il y a ceux, comme tu disais en fait, il y a ceux qui servent directement à tout ce qui est combat. Par exemple, la discipline de maître des armes, voilà. Où on choisit une arme en fait où on va avoir des bonus. Puis voilà, pour les combats justement contre les maîtres des ténèbres, on a aussi d'autres pouvoirs comme le bouclier psychique qui permet justement de nous protéger contre les forces du mal. Et puis on a aussi l'inverse, donc qui est la puissance psychique, qui est le fait de pouvoir se combattre via le mental psychique en fait de notre guerrier Kai. Donc très très sympa, hein, tous ces pouvoirs de bataille. Et comme tu disais Jerry, après il y a d'autres qui permettent pour l'orientation et la communication, comme communication animale. Le pouvoir de l'orientation, après du sixième sens, et aussi après des pouvoirs bien sympas comme la guérison, en fait, le pouvoir de se soigner à n'importe quel moment, car le système de combat dans ce jeu est assez intéressant, quoi. Il utilise un peu la règle du dé de 10. Tout ça avec des échelles de combat qui nous donnent en fait une moyenne. Quand on lance le dé, on a un score en fait qui détermine notre moyenne d'attaque, et cette moyenne-là va être contre donc la moyenne de notre adversaire. Puis ça va déterminer donc ces deux chiffres qui va nous donner donc une section de cette table des matières de combat.
Et puis après, il suffit de lancer un dé pour savoir exactement combien de points on prend de dégâts et combien l'ennemi va prendre. Donc moi je trouve que c'est un système vraiment intéressant, assez sympa, où on sait tout de suite que si notre force est beaucoup plus puissante que l'ennemi, on va souvent ne prendre quasiment pas de dégâts et en faire énormément. Et c'est là qu'on rentre dans les chiffres négatifs, où nous on est en négatif contre l'ennemi, on sait que le combat va être un peu plus ardu, mais toujours possible de gagner. Il y a même parfois des choses, en fait, le tableau est même fait de manière à ce que lorsque la puissance, en fait, de notre attaque est tellement écrasante par rapport à celle de l'ennemi, le rapport de force est tellement déséquilibré que on peut avoir droit à des coups de mise à mort instantanés. Des finish him. Des finish him, c'est ça, exactement. Ouais. Il y a des pouvoirs aussi. Des furies, quoi. Ça me fait penser à ça, en fait. Mais c'est exactement ça. Tu vois, en parlant de ce système de règles et justement de ces pouvoirs un peu de coups fatals, on sent vraiment l'inspiration de Joe Dever sur Donjons et Dragons, quoi. Exactement. Là, on s'y retrouve, quoi. Mais c'est super, en fait, hein. C'est vraiment quelque chose d'unique et d'intéressant, hein, à jouer. Et justement, donc tous ces pouvoirs de Jerry qui vont nous aider justement à développer un peu notre personnage à travers cette course dans la forêt. Voilà, exactement. Toi, de ton côté, en fait, pour ton personnage, qu'est-ce que tu as choisi parmi les 5 disciplines de départ que tu pouvais avoir? Moi j'étais parti avec pas mal de pouvoirs donc psychiques, comme c'est un peu mon type. Je voulais jouer un peu le mage, donc j'ai pris genre tu vois le 6e sens. J'ai joué aussi sur un petit peu l'orientation. Bon, c'est pas un pouvoir psychique, hein, mais avant tout voilà, c'était de pouvoir savoir dans quelle direction je me dirige. D'accord. Puis après le bouclier psychique et la puissance psychique. Ça c'était sûr que c'était des pouvoirs que je voulais utiliser avant tout. Et puis après la maîtrise psychique de la matière. Voilà, je t'admets que de ne pas avoir pris la communication animale, ni le maître des armes, c'était des choses, je me dis bon, j'ai un personnage level 1, je verrai tout cela un peu plus tard dans l'aventure. Mais je voulais vraiment avoir un peu ce moine, enfin cet apprenti Kai, qui était basé vraiment sur la magie. Un peu comme un battle mage, ou même plutôt un barde en fait. C'est rigolo parce qu'en fait j'ai pris sensiblement la même chose. Je me suis dit que voilà, j'imaginais en fait le jeune seigneur qu'on envoyait en fait de sa famille noble pour apprendre la discipline Kai, et j'avais résolu en fait que la raison pour laquelle il avait été choisi, c'était pour ses aptitudes psychiques, et du coup plutôt que de prendre des disciplines vraiment orientées combat, j'ai aussi pris en fait toute la panoplie en fait des disciplines psychiques, c'est-à-dire le pouvoir sur la matière, pouvoir déplacer des objets, le bouclier psychique, l'attaque psychique également, le pouvoir en fait de 6e sens, parce que je pensais que ça faisait sens justement qu'il soit le seul à avoir survécu, parce qu'il avait ce 6e sens en fait qui le prévenait du danger, d'intégrer ça dans ton background, ouais. Voilà, exactement. Et la discipline de camouflage pour pouvoir échapper en fait à la détection des maîtres des ténèbres. Je me suis dit que c'était un bon pool de départ en fait pour voilà, me dire voilà, c'est pour ça qu'il a survécu et c'est comme ça qu'il va faire son aventure. Et ensuite laisser se développer des pouvoirs de combat, etc. En fonction justement de s'il survit, quoi, et que ça vienne de sa survie que ça il va nous le falloir justement, parce que cette fameuse forêt où on est dans l'aventure, je voulais en parler un petit peu, et justement nos pouvoirs qui vont vraiment nous aider à s'en sortir. Je trouve que la description de la forêt de Joe Dever, c'est vraiment quelque chose de comme hanté. On sent vraiment qu'elle se fait consommer par l'armée des ténèbres qui l'envahit. On ressent comme une constante peur, et vraiment à se retrouver angoissé à chaque fois que l'on prend une certaine destination ou un choix dans les paragraphes, car on tombe souvent directement dans un piège qui est mis en jeu par les Gyak. Et c'est vraiment sympa cette mise en ambiance, car il y a pas mal de paragraphes de Joe Dever qui sont écrits juste pour mettre en ambiance, où nul choix est proposé à la fin, mais juste pour embellir encore plus l'aventure que nous vivons. Et ça, c'est vraiment une touche, je trouve, vraiment intéressante et importante, quoi. Juste de lire un paragraphe d'action et d'aventure sans vraiment avoir de choix à faire à la suite, juste d'aller au prochain qui est indiqué. Ces paragraphes d'ambiance, comme tu les décris, moi je trouve que c'est quelque chose qui justement nous rapproche un petit peu d'un Tolkien, avec ces longues descriptions en fait de l'environnement du héros, texture, des couleurs, parfois de l'odeur. Et là on a un petit peu ça aussi avec ces paragraphes où finalement c'est vraiment juste des choses racontées. On n'a pas de choix à prendre, on n'a pas de décision à prendre, mais qui nous plonge à nouveau dans l'ambiance davantage en fait sur les conséquences de ce qu'on a décidé 2 à 3 paragraphes plus tôt.
ou juste pour nous dire que voilà, quand on arrive en fait à tel ou tel endroit, voilà sur ce sur quoi en fait on est confronté, sans avoir tout de suite à se dire voilà, il faut que je fasse quelque chose. Je vais vraiment s'imprégner de l'endroit quoi. Et la forêt, comme tu disais. Ouais, ouais, bah justement, ouais, cette forêt qui est vraiment habitée par les forces du mal, quoi. Et on sent, c'est là où on sent l'inspiration de Dever justement en tant que maître du jeu de Donjons et Dragons, quoi. Puis après par son univers à lui de Maglamund, le fait de devoir compter, de devoir vraiment nous faire plonger dans cet univers, de comprendre ce qui nous entoure et justement d'en subir un peu le ressenti qu'il souhaite, quoi, soit d'être embelli de joie ou d'être en peur constante pendant les décisions que l'on prenne, juste pour bien nous faire développer en fait cette peur de l'ennemi. Et l'ennemi, on s'en rend compte, est présent partout, sous différentes formes. Il y a donc ces fameuses créatures dont tu parlais, qui rappellent un petit peu en fait les orques dans Tolkien, mais il y en a d'autres plus subtils ou plus puissants, moins nombreux du coup, mais qui représentent aussi une menace vraiment très 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 particulière et très ponctuelle, qui rajoute des petits pics d'angoisse au moment où justement on se dit que on a évité la masse grouillante, le flot inarrêtable de l'armée quoi. On a vraiment différents types de menaces qui viennent ponctuer et graduer l'aventure au fur et à mesure qu'on avance. Bien sûr, après les séquences d'action qui sont aussi bien écrites, quoi. Je sais qu'il y a tout au début qui est une attaque sur la ferme, qui a vraiment une bonne dose d'action dans une séquence très très courte, et on ressent vraiment à ce moment-là, voilà, qu'on est quand même un guerrier avant tout. Et dans sa description, Joe Dever nous indique bien, comment dire, le développement du combat si on le gagne, bien sûr, hein, comment ça se passe. Mais tous ces petits détails vraiment très intéressants, quoi. Après, un moment très fort, Jerry, je pense que là tu vas t'en souvenir, ce qui évoque très bien dans ce que tu parlais, c'est la rencontre avec les chevaliers en tunique blanc du roi qui vont rejoindre le prince Pélatar dans l'aventure. Oui. Donc là, on arrive environ à la moitié du livre, ouais. C'est ça. Et une fois arrivé à sa rencontre au prince, une fois qu'on les suit, on voit qu'il est en train de se battre avec un sort de gigantesque Gourgaz. C'est écrit d'une façon où on a l'image de cet insecte chevalier du chaos, embelli d'une puanteur, cet énorme insecte avec sorte des bruits de 1000 insectes qui jugotent dès qu'il bouge, une odeur de mélange de celle du sang chaud des humains. On sent vraiment cette bataille qui est en train de faire rage sur ce pont. Et puis après on a bien sûr cette image du prince qui nous regarde, qui est à terre et qui n'arrive pas justement à la cheville de la créature et qui attend notre aide. Toi, bien sûr, c'est là où tu te dis, mais oui, je vais venir t'aider, ou sinon tu peux faire vraiment le gros bâtard et dire non, je me tire moi, salut, je me casse. Donc voilà, on peut jouer l'aventure comme on veut. Alors bien sûr, on peut fuir soit comme on peut jouer un peu le maître Kai voleur ou un peu l'anti-héros maître Kai qui avant tout veut sauver le royaume mais qui le fait à sa façon. On peut jouer justement ce noble maître Kai. Tout ça, bien sûr, quand on fait ces choix-là, l'écriture nous met vraiment dans l'ambiance, dans le moment, enfin dans le moment précis de l'aventure, avec toute cette description jusqu'au détail près. J'ai envie de dire en fait que cette scène est particulièrement émouvante. C'est quelque chose dont j'ai parlé aussi dans notre podcast précédent. Elle est particulièrement émouvante parce qu'on se rend compte que on est vraiment maître de notre destinée, mais aussi de la destinée des autres. C'est-à-dire finalement d'une quête pour la survie de notre propre héros, on se rend vite compte que l'importance en fait du message que l'on doit délivrer, pour lequel on doit rester en vie, de ce message va dépendre la survie du royaume et de personnages de figures très importantes, donc comme le prince, qui finalement lutte pour que ce message puisse parvenir aux autres autorités et que l'on puisse faire quelque chose pour que le royaume survive. On sent très vite en fait le poids des milliers de vies, voire des millions de vies en fait qui appuient sur nos épaules avec notre quête. Et ceci va orienter finalement les choix qu'on va faire. Est-ce que on va se dire que en tant que noble seigneur Kai, il est de notre devoir de courir le risque de périr au combat en aidant le prince, ou est-ce que finalement notre mission n'est pas d'un plus grand ressort que nos propres individus, nos propres choix, et tout faire pour survivre et ramener ce message important? Justement, pour jouer sur cette ambiance, ce moment FC épique, un très grand climax dans l'aventure, je te propose qu'on écoute en fait un morceau du jeu vidéo The Witcher, un morceau intitulé Born Again.
Born Again, c'est une musique très intéressante parce que elle a été publiée ainsi qu'une petite demi-douzaine d'autres, non pas directement pour être intégrées dans le jeu The Witcher, mais qui ont été inspirés par le jeu lui-même. C'est-à-dire différents groupes, souvent polonais, sont venus et ont créé une musique pour aller avec le jeu et sa publication. À savoir que The Witcher est un énorme succès polonais avant d'être la référence que c'est devenu aujourd'hui en fait en matière de jeux vidéo. C'est un énorme succès au niveau roman fantastique qui nous arrive donc de Pologne. Et justement, détail intéressant de la saga The Witcher, donc ce personnage que nous incarnons, Geralt de Rivia, et Jerry, quel est son surnom ? Il s'appelle le Loup Blanc. Voilà, donc on sent, je ne sais pas si c'est une référence bien sûr à Lone Wolf, mais encore une fois, ouais, il y a des similitudes très très intéressantes entre ces deux univers. Et même le personnage de Geralt est assez ressemblable en fait à notre personnage à nous de Lone Wolf, où tous les deux sont quand même des maîtres des armes, ont des pouvoirs magiques et psychiques, et bien sûr vivent une aventure dans un royaume qui est quand même pas mal en guerre avec le mal. Et encore plus, je veux dire, la similarité entre l'ordre Kai de la série de Joe Dever et l'ordre en fait secret des Witcher, des sorceleurs en fait en français, est assez similaire parce que eux aussi ce sont presque des moines, c'est-à-dire que une fois qu'on est rentré en fait dans l'ordre des sorceleurs, c'est un ordre essentiellement composé d'hommes qui sont pris à leur enfance, arrachés à leur famille quand ils sont jeunes, et une fois qu'on rentre dans l'ordre, on ne peut plus avoir de descendance, on devient en fait infertile. C'est ce qui nous permet par contre de développer nos super pouvoirs de sorceleurs. Donc là encore une espèce d'engagement dans un ordre dédié à la protection en fait de la race humaine, puisque l'ordre des sorceleurs est dédié à la chasse, à l'éradication des monstres qui pullulent en fait dans l'univers créé. Pour la saga qui est en cours là de développement de Loup Solitaire sur iPad et sur tablette et smartphone, c'est sûr que là il faut pas que les développeurs de jeux, j'imagine qu'ils sont déjà en train de le faire, mais qu'ils hésitent vraiment pas à s'inspirer du succès des jeux Witcher, car on retrouve vraiment beaucoup de choses similaires comme on en discute, et aussi niveau gameplay c'est une réussite, donc c'est sûr que là il y a pas mal de bonnes choses à s'inspirer
pour continuer cette saga et que ça devienne que ces deux choses-là, ces deux jeux vidéo deviennent en fait des sagas aussi intéressantes l'une que l'autre, vu qu'elles ont tous les deux un background assez massif, quoi. Il y a quelque chose d'énorme pour pouvoir se plonger dans l'univers et avec chacun un héros vraiment intéressant à jouer. Alors bien sûr, Geralt, comme ça vient plus de la littérature, un peu plus développé, on peut mettre une voix sur Geralt quand il parle aux gens, on peut voir un peu son attitude, ses expressions. C'est là où c'est intéressant, car Loup solitaire, c'est avant tout nous qui le jouons, donc chaque lecteur a sa propre façon de le jouer, de imaginer sa voix, de son attitude, sa façon d'être, et de faire ces choix-là pour créer un personnage unique. Et c'est là où moi je suis vraiment intéressé sur ces jeux, en fait, Lone Wolf, de voir comment ils vont représenter ce personnage, et de voir comment ça va se passer au-delà de ce premier chapitre, comment ils vont le développer dans les prochains. Est-ce qu'ils vont développer un peu plus sa personnalité, lui donner un peu plus de 3 dimensions, ce côté psychique, psychologique, politique même, de savoir comment s'il s'impose un royaume, s'il suit en fait la demande du roi, s'il va s'opposer à lui au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure de l'aventure. Elles vont être les intrigues à tous les niveaux en fait, c'est vraiment ça. Alors justement, en parlant de ce maître Kai, voilà, on sent vraiment qu'il y a un respect incroyable, on sent qu'il y a un respect incroyable qui est donné des personnages non joueurs du royaume avec nous, toutes les interactions qu'ils ont avec nous. On a toujours une aide précieuse pour accomplir notre tâche des gens que l'on croise, et même que, au fur et à mesure de cette aventure, de ce premier volume, le voyage jusqu'au château est vraiment difficile et endurant, et c'est là où on n'hésite pas souvent à parler avec les gens que l'on rencontre. Alors, tout au début, Jerry, on rencontre, je sais pas si tu as eu l'occasion, mais un magicien, Banédon. Banédon du culte des étoiles de cristal et de la guilde de Torrent. Un personnage très important à mon sens, parce que c'est lui qui va ouvrir sur pas mal de choses en fait qu'on va retrouver dans la suite de la saga. C'est-à-dire, lui-même est chargé d'une mission. Il est un peu comme nous finalement en fait. C'est aussi quelqu'un qui est chargé d'une mission par son ordre, et sa mission était à lui de venir prévenir les seigneurs Kai que son ordre de magicien avait parmi ses rangs un traître. Et ce traître s'était rangé du côté des forces des ténèbres, et il projetait d'affaiblir le royaume de Summerland en frappant le monastère. Alors à savoir justement qu'on parle de sorciers, une autre saga de livres-jeux de Joe Dever, assez courte, seulement 4 volumes, qui s'intitule la saga de l'Astre d'Or, où on incarne justement un sorcier. C'est une aventure très très intéressante qui vraiment embellit encore plus une aventure, et c'est vrai qu'il y a comme une ressemblance, je trouve, avec ce magicien que l'on croise, comme une sorte d'inspiration pour la suite des aventures dans cette saga de Joe Dever. Un genre de spin-off finalement, en fait, une petite mini-série basée sur un personnage qui avait eu son petit succès et qu'il a trouvé intéressant de développer. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai, c'est exactement ce que l'on ressent, quoi. Et voilà, c'est vraiment quand même une aventure assez sympa, assez courte, mais assez cool, quoi. Finalement, on finit par lire Loup solitaire et qu'on découvre en fait donc la saga de l'Astre d'Or. Donc assez sympa. Alors, je propose de revenir maintenant en fait sur les origines de la quête, vraiment le début de notre aventure. On a donc parlé un petit peu de nos disciplines. On a posé en fait le contexte général, et voilà. Moi, j'aimerais bien voir en fait maintenant comment est-ce que tu as commencé ton aventure. C'est-à-dire, on vient de se rendre compte après avoir fait notre petite randonnée dans les bois par punition disciplinaire finalement. En fait, c'était par punition disciplinaire, on nous avait envoyé couper du bois et le ramener au monastère. Et quand on revient, on entend en fait finalement les débuts de la bataille, et c'est ce qui nous sauve, parce que lorsque l'on arrive, le gros de la bataille est déjà passé, et dans notre emportement finalement, on heurte notre tête et on tombe inconscient. Et c'est ce qui fait que malgré notre bravoure, nous ne faisons pas partie des victimes de cette attaque surprise sur le monastère. Donc on se réveille, on est face à la catastrophe, et tous nos compagnons sont morts, et nous jurons de nous venger. Mais avant tout, d'abord, il faut porter la nouvelle terrible qui vient d'être de frapper en fait le royaume, ouais. C'est-à-dire que le monastère Kai n'est plus, et tous les maîtres Kai qui s'étaient réunis en fait pour une réunion finalement très importante ponctuellement ont été annihilés. Et il faut absolument porter la nouvelle à notre seigneur roi,
de manière à ce qu'ils sachent que les protecteurs séculaires du royaume ne sont plus et qu'il faut organiser la défense autrement. Alors qu'as-tu fait, Xav? Quel chemin as-tu pris et qu'est-ce qui a été vraiment le premier moment important sur ta quête? Bah écoute, moi j'ai vraiment joué l'aventure vu que j'étais un peu un mage, donc je suis pas très très bon au combat face à face, hein, arme à main. J'ai vraiment joué en passant par les buissons, toujours en m'écartant le plus possible du chemin principal et en regardant bien sûr la carte qui est dans le livre pour savoir si je me dirige toujours dans la bonne direction. D'accord. Ce qui m'a permis justement d'arriver au point du milieu de l'aventure, d'arriver au centre qu'on est en face en fait du prince Pélatar sur le pont avec le Gourgaz. Mais tout le début de l'aventure, là, c'était vraiment la fuite, donc de retrouver ce mage, le magicien Banadon, de me balader, de tomber aussi dans une terrière où il y avait une sorte d'énorme insecte qui a failli me manger, le combat horrible. J'ai dû me combattre contre, je crois que c'était un des Gyak qui m'a aperçu en fait via un corbeau. Il y avait un corbeau sur une branche et bon, je pouvais pas communiquer avec lui. Peut-être que ça veut dire quelque chose s'il y a un corbeau qui est là et je savais pas encore que c'était les messagers du mal. Ça peut être bien sûr un peu évident, mais bon voilà, je me dis je sais pas encore. J'ai vraiment joué l'aventure le plus neutre que je pouvais, quoi. Je voulais pas trop me rappeler un fait parce que je connais un peu le chemin principal, quoi, pour y arriver vu que je l'ai lu plusieurs fois. Et je voulais un peu le lire sans trop tricher, en fait, le reprendre un peu comme un novice dans l'univers du Magnamund. De vraiment éviter tout conflit possible, d'essayer de trouver un peu des trésors cachés dans la forêt. D'accord. Et d'arriver donc à ce passage du pont. Où après, bien sûr, on arrive donc au deuxième chapitre de l'aventure. C'est la montée de la colline arrivée au château du roi. Moi de mon côté, je me souviens qu'il y avait 2-3 passages qui m'ont beaucoup marqué. J'ai aussi, je l'ai rejoué vraiment en mode roleplay, j'ai envie de dire, en fait, en jouant le jeu quoi à fond. C'est-à-dire du novice qui n'a que ses pouvoirs psychiques pour se défendre et qui fait confiance à son sixième sens. Et par exemple, je me souviens, voilà, on évoquait le pouvoir de discussion, en fait, de communication avec les animaux que je n'avais pas pris. Et je suis aussi tombé face à cette figure encapuchonnée de rouge qui avait en fait ce corbeau sur l'épaule. Et avant de tomber sur lui, en fait, on me proposait le choix d'utiliser mon pouvoir de sixième sens. Il m'a permis de savoir ça. Que sans m'approcher en fait de la figure que je voyais de dos, donc dont j'ignorais l'identité, que voilà, c'était une créature enveloppée de mal qu'il était plus intéressant d'éviter plutôt que de confronter de manière directe. Dans une autre aventure en fait où j'étais plus orienté affrontement et où j'avais la capacité en fait de communication avec les animaux, je pouvais me rendre compte qu'effectivement cette créature était un messager en fait particulièrement puissant en fait des Seigneurs des Ténèbres, un mort-vivant. Intéressant. Et que, voilà quoi en fait, le corbeau pouvait me permettre de le savoir. Donc, voilà, c'est cool ça, ouais, le replay factor du replay est vraiment intéressant. Hein. Exactement. Petite note aussi, toujours sur les références, ces fameuses créatures mort-vivantes sont plus ou moins un superbe rappel au Nazgûl. Non mais tout à fait, même l'illustration voilà, les évoque vraiment un petit peu cela, encore une petite référence quoi. Il y a eu beaucoup de choses en fait qui m'ont permis de me tirer de pas mal de mauvais pas rien qu'avec mon pouvoir de sixième sens, ou aussi beaucoup avec mon pouvoir de camouflage qui m'a permis de laisser passer pas mal de dangers sans être inquiété. Justement les chevaliers qui sont qu'on leur rencontre, c'est être les plus puissants là, les Dracarim. Oui. Ouais, ça me fait vraiment penser donc à ces fameux 9 chevaliers, les Nazgûl du Seigneur des Anneaux. Où, ils sont très puissants, très très forts, n'hésitent pas à utiliser de la magie et même dans l'explication, on ne peut pas utiliser de pouvoir psychique contre eux. Donc si on a des bonus psychiques, souvent on se retrouve à ne pas pouvoir les utiliser. Donc cette première aventure, même la deuxième aventure, toujours des rencontres très très difficiles, mais après on obtiendra un objet sacré qui est donc l'épée de Summerland. Oui, qui est une épée sacrée qui nous donne pas mal de bonus au combat quand on fait face à des êtres des ténèbres.
Mais c'est vrai que pour revenir sur ces personnages-là, hein, les Dracarim, c'est vraiment sympa. À chaque fois qu'on les rencontre, on sent que c'est des combats assez épiques. Ça revient sur ce que je disais un peu plus tôt. Joe Dever met vraiment en place l'action, le ressenti, les sentiments. Vraiment, il y a un côté un peu plus en fait écrivain, tu sais, de fiction, enfin pas trop écrivain de livre-jeu, mais plus en fait de littérature, où il met bien en jeu en fait toute cette ambiance, quoi. Et c'est vraiment un détail que j'apprécie beaucoup dans ces livres loups solitaires, de rentrer vraiment dans la scène, dans l'action. Et encore une fois, une inspiration assez intéressante. Jerry, si tu te souviens, une fois qu'on sauve le prince, on est confié en fait son cheval, qui est un beau cheval blanc, pour rejoindre justement l'armée du neveu du roi, du Rohan. Pardon. Et justement, je mélangeais deux univers. Beau lapsus en tout cas. Ouais. On prend ce cheval blanc du prince, et là le cheval bien sûr qui est aussi rapide qu'un éclair. Ça me fait vraiment penser au moment où Gandalf prend son cheval pour rejoindre en fait l'armée du neveu du roi du Rohan. Enfin, oh mon dieu, au moment. Ça c'est un très beau lapsus. J'arrête pas là. Gandalf prend son cheval blanc en fait pour rejoindre l'armée du Rohan, et qui croise aussi tu sais l'armée du neveu en chemin. Donc il y a toute cette inspiration très sympa, on sent vraiment ce côté épique. Si on n'a pas lu ou qu'on ne connaît pas le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas grave du tout, hein, ça immortalise aussi bien le moment que si l'on connaît ou pas. Hein. Pour moi qui ai lu le Seigneur des Anneaux et qui ai aussi vu l'adaptation au cinéma, à chaque fois, j'étais frappé en fait par les images que j'avais en fait en lisant les paragraphes de ce chapitre des aventures de Loup solitaire, parce que j'avais très précisément certaines images du film qui me revenaient en tête et où je me disais mais mince, ces descriptions-là, c'est clairement le Seigneur des Anneaux, le film avant l'heure. C'est vraiment les images qui nous arrivent comme si c'était ça quoi en fait, et qu'il n'y avait pas à chercher, c'était vraiment la référence. Et maintenant qu'on a les films, ça nous aide encore plus de relire ces livres et de plonger dedans. On accroche non seulement nos visuels d'époque, mais on les enrichit encore plus avec ce que l'on a vu au cinéma. Encore plus maintenant que il y a maintenant la nouvelle trilogie de Tolkien, enfin de Peter Jackson, donc le Hobbit. Donc il nous permet encore plus de replonger dans les terres du milieu, de découvrir plutôt la partie nord-est du monde de Tolkien. Et voilà, de retrouver encore beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'éléments. Alors pour ceux qui ont vu La Désolation de Smaug, ou plutôt qui ont lu le Hobbit, Jerry, le village donc sur l'eau, au Watertop Town, si je me trompe pas, mais là où les hobbits rencontrent Bard, c'est un peu ce que je ressens ici moi avec Loup solitaire, quand je rencontre en fait ces chevaliers en cours de route, ou le prince, ou d'autres guerriers. C'est un peu de trouver ces fameux hommes en face de moi, qui ont beaucoup de respect pour notre ordre de maître Kai, qui n'hésitent pas à nous aider. Et voilà, toutes ces rencontres assez sympas, et comme tu disais, c'est des personnages aussi certains qu'on le retrouvera un peu plus tard dans l'aventure. Donc on est vraiment en train de créer un historique dans ce premier volume, beaucoup de choses qui vont revenir. Alors Jerry, il y a un autre passage que j'ai beaucoup apprécié dans le livre. Une fois justement qu'on a le cheval du prince et qu'on arrive vers la forteresse et qu'on doit monter qu'on doit gravir cette montagne impressionnante en face de nous, il y a un petit moment justement, on peut descendre vers une motte desséchée, et il y a un petit feu de camp et un endroit où on peut poser. Je sais pas si tu te souviens, mais on peut se détendre un petit moment, manger quelques ressources, reprendre des forces, piquer un petit somme très rapide, car notre personnage, comme nous décrit Joe Dever, Loup solitaire, est vraiment épuisé, est à bout de force. Et là, justement, on a un petit passage où on peut se reposer, se détendre. Malgré cela, une fois qu'on se repose, on nous indique bien que Loup solitaire n'arrive pas à bien reprendre de l'énergie. Il a quand même récupéré un petit peu de force, un tout petit peu, mais est quand même généralement très fatigué et bien épuisé dans son aventure. C'est un petit passage que j'ai bien aimé, ça, de pouvoir se détendre vite fait, mais de se rendre compte toujours quand même qu'il y a un stress oppressant et qu'on peut pas rester aussi longtemps que l'on croit, quoi. On peut pas vraiment se détendre et reprendre toutes nos forces. Il insiste beaucoup effectivement sur cet aspect psychologique de la quête qui nous empêche de vraiment nous reposer tant qu'on n'a pas fini en fait délivrer notre message. Moi j'aime beaucoup en fait ce truc-là. Si tu te souviens qu'on arrive à la fin du livre, on arrive donc dans la cour du roi, et c'est là où on a un homme avec un visage très marqué par des cicatrices,
vêtu d'une robe blanche et pourpre de la cour du roi, qui nous approche et qui nous demande de le suivre à la citadelle. Et là, encore une fois, Joe Dever prend bien son temps, nous décrit bien la séquence, et nous met vraiment bien dans le moment, quoi. Nous plonge vraiment dans ce moment assez court, hein, qui n'a peu d'importance dans le scénario, mais juste pour bien nous plonger dans l'univers. Et j'aime c'est beaucoup, là, en fait, ce passage. ouais, il y a comme quelque chose de mystique, je trouve, à ce moment-là. Moi, en fait, pour moi, c'était moins mystique, mais plus paranoïa, parce que j'avais déjà tous les fait face traîtres. à pas mal, Ouais. j'avais fait face à pas mal de situations avec des traîtres. Après, en fait, la fuite avec le cheval, en fait, on a beaucoup de choses, en fait, qui nous permettent de se rendre compte qu'on est poursuivi. Et du coup, ça développe une certaine paranoïa. Et lorsque, en fait, ce personnage-là est venu, j'avais déjà vécu, en fait, tellement de guet-apens que je me suis dit, bon, est-ce que véritablement le Seigneur du Roi va m'emmener, enfin, le Seigneur du Roi, la personne qui travaille pour le roi, son chambellan, son bras droit, va venir me chercher, alors que je viens juste d'arriver, en fait, en ville, après 1001 péripéties, pour m'emmener dans un coin sombre, finalement. Et Ouais, ça, c'est je vrai trouvais ça que- très très louche. Paranoïa, là. Voilà, exactement. Mais ça, c'était moi, en fait, en tant que paranoïaque, qui me disait ça. Par contre, mon personnage, je considérais que lui-même étant jeune et novice, finalement, il n'est pas forcément au courant des us et coutumes, ne se poserait pas autant de questions et il aurait tendance, avant de se dire qu'il y a une conspiration, de se dire que non, voilà, c'est véritablement un messager du roi. Du coup, il le suit et bien lui en prend parce que effectivement, même si on a le choix de ne pas le suivre et de se méfier, il s'avère qu'effectivement ce personnage nous emmène au roi qui n'est pas sur son trône dans sa tenue d'apparat, mais est caché en fait dans un endroit reclus, un peu comme le président des États-Unis en fait se cache en fait dans son bunker ou dans Air Force One en temps de crise. Bah là en fait le roi était également en fait entouré de son conseil restreint dans une salle secrète pour faire face à la situation de crise qui menaçait tout le royaume. Ouais, ouais. Et ben justement, c'est là où le roman l'histoire se finit en fait, où le roi nous fait notre rencontre et nous confie la tâche la plus importante du royaume. Effectivement, c'est-à-dire maintenant que l'on sait que les seigneurs des ténèbres sont revenus, ont levé une armée et marchent sur le sol de Summerland, et surtout que les seigneurs Kai ne sont plus, que nous sommes leurs derniers représentants, il nous incombe à présent de retrouver l'épée de Summerland, cet artefact qui avait permis de forger l'alliance entre notre royaume et l'autre royaume en fait dont il sera question dans la deuxième partie en fait de la saga, et qui est la dernière arme pouvant vaincre les seigneurs des ténèbres. Et c'est là où, encore une fois, c'est une course-poursuite contre la montre. Contre cet artefact sacré. Et je pense, Jerry, c'est après ce deuxième volume qu'on arrive au 3 que les choses, bien sûr, sont toujours aussi excitantes. Hein. Il y a toujours une aventure palpitante, impressionnante, assez épique, je pense, on peut dire. Mais les choses se calment un tout petit peu, où là, on a un peu plus de temps d'accomplir notre tâche. On est mieux armé déjà, on a un peu plus d'XP, de nouveaux pouvoirs. Et à ce moment-là, on sent déjà qu'on a gagné un peu d'expérience et qu'on peut donc prendre la nouvelle aventure, sans toujours devoir fuir, mais plutôt de pouvoir approcher intelligemment le mal et essayer de le combattre avec nos objets sacrés. Et oui, car après avoir, si jamais on réussit bien sûr, si jamais on réussit à finir la deuxième aventure, qui consiste finalement à rapporter l'épée de Summerland dans notre royaume après l'avoir cherché dans le royaume voisin qu'il a gardé, dans le délai imparti, car là aussi, encore une fois, c'est une course contre la montre. Nous sommes censés faire un aller-retour pour revenir en fait sauver la capitale du royaume qui est assiégée par les forces du mal. Et le roi nous dit lorsque nous partons qu'ils peuvent tenir un maximum de 40 jours avant de devoir capituler. Donc le temps nous est compté. Mais si nous parvenons à revenir et finalement à sauver le royaume en ramenant cette épée qui a des pouvoirs légendaires, les choses se tassent un petit peu. L'armée en fait des ténèbres est en déroute et c'est là où nous retrouvons finalement ce qui nous est donné en fait comme information par ce mage que l'on croise dès le début de la quête, c'est-à-dire que le traître qui a permis en fait la chute de notre ordre de moines Kai, ce mage s'est réfugié dans les terres du Nord et la troisième aventure nous propose d'aller finir en fait notre quête vengeresse et de le poursuivre pour le ramener à la justice. Et bah tout cela, je pense on peut dire une aventure pour une autre fois, hein.
car énormément de choses se développent dans le personnage de Loup Solitaire que nous incarnons. Il y a quelque chose aussi que nous avons évoqué, sur lequel je voudrais insister pour vraiment faire de l'importance de cette quête, c'est que autant nous sommes donc un novice dans l'ordre Kai, c'est-à-dire quelqu'un de peu gradé, autant en fait que la force du respect qui est inspirée en fait par cette position est vraiment palpable du côté des réactions donc des joueurs, enfin des personnages non joueurs, donc oui, tout à fait, des personnages qu'on rencontre. On voit par exemple certains personnages qui sont de notre côté n'hésiteront pas à se sacrifier pour qu'on puisse poursuivre notre quête. Et c'est un choix qu'on a là encore, on peut soit rester avec eux et combattre les forces du mal, ou justement profiter de l'opportunité qu'ils nous donnent, quoi, cette petite ouverture pour avancer beaucoup plus rapidement dans l'histoire. Voilà. Et ça c'est quelque chose que l'on n'a pas souvent, je trouve, en fait, dans ce genre de c'est quête. vrai, tout à fait, ouais. C'est en général on est seul, esseulé, et on ne peut compter que sur soi-même, alors que là, on sent que nous sommes vraiment quelqu'un de noble et d'important, en fait, qu'on appartient à une caste importante, peut-être pas une caste, mais à un ordre important, qui force le respect de par sa noblesse et la noblesse de sa mission, et pas mal de gens, en fait, que ce soit j'ai envie de dire du paysan qui va chercher à nous cacher, ou le grand seigneur de guerre qui pose de terre incroyable mais qui va s'effacer en fait pour que l'on puisse réussir notre mission. Tout cela montre à quel point notre quête est importante et quel est le rôle majeur en fait que le Loup Solitaire incarne pour la suite de l'aventure et la survie du royaume. Encore une fois, on sent vraiment l'inspiration Donjons et Dragons dans cet univers, quoi, la façon de compter une campagne en fait à nos aventuriers si on est maître du jeu. Donc c'est vraiment une saga de Jerry, je trouve, de livres dont vous êtes le héros. Je pense qu'on reviendra sur d'autres volumes emblématiques de la saga plus tard. Mais c'est sûr que ça reste, on peut dire, avec Sorcellerie, l'une de nos préférées. Ah oui, complètement. C'est vraiment c'est ma saga préférée dans le long terme, avec Sorcellerie sur le court terme, car Sorcellerie est quand même un petit peu plus courte et donc plus envisageable à finir dans un temps normal, on va dire. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, à savoir aussi qu'il manque quand même les 4 derniers volumes de Loup Solitaire pour aussi, vraiment faut finir pas être frustré. Alors Jerry, justement pour conclure, avant tout, un très bon volume, un très très bon premier volume pour une saga, je trouve, de Loup Solitaire, de bien nous plonger dans le climax de l'action. Certes, ce n'est pas le meilleur, je dirais, de la saga, mais en tout cas c'est un très très bon début. Je pense qu'il accomplit parfaitement son rôle. Il nous plonge tout de suite dans l'univers très rapidement et c'est très difficile d'en décoller, quoi. On ne lâche pas du tout le livre. On est tout de suite dans l'action et on reste dans l'action de bout en bout. Et au fur et à mesure qu'on lit les livres, la saga, on sent aussi l'évolution à l'écriture de Joe Dever. Déjà qu'ici, il décrit tellement bien les actions et les choses, mais il s'améliore au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un très très bon livre, une aventure très très sympa, assez courte au final, mais très amusante. Bah écoutez, sur ce, Jerry, je crois qu'on va se quitter. Je te propose d'écouter un morceau de Goblin. Bien sûr, qui de l'album Roller. Justement. Exactement, Goblin. justement, Goblin. Donc on va écouter Goblin de Goblin. Sur leur album studio, Roller, un morceau très sympa qui, pour moi, m'aide beaucoup à plonger un peu toujours dans ces univers de Heroic Fantasy. Un album que j'aime beaucoup écouter quand je lis des livres jeux. Et donc Jerry, je te souhaite une très bonne soirée. Très bonne soirée à toi aussi, Xav. Et puis, cher public, à très bientôt. Et je souhaite également la bonne soirée à nos auditeurs. À très bientôt.